Salut, c'est Marley et Ipti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre nous, le format interview d'Entre deux podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. La saison 1 d'Entre deux podcasts prend fin et avant d'enchaîner sur une nouvelle saison et peut-être même des surprises, on a décidé de se présenter, nous les fondateurs du podcast. Vous l'avez peut-être compris, depuis un moment avec Marley, on souhaite construire quelque chose de plus grand qu'un simple podcast. On a vraiment envie d'apporter un maximum de valeur, donc on va prendre le temps de créer quelque chose de propre. Et pour ça, on a besoin de toi. Si toi, qui écoutes cet épisode, tu veux bien nous aider, envoie-nous un DM sur LinkedIn ou Insta pour qu'on puisse échanger avec toi et discuter de ta vision d'entrepreneuriat, de tes projets, tes attentes et même tes besoins. Revenons à l'épisode. Aujourd'hui, on continue avec Marley. Il a fondé Japanime Box en 2021. Chaque mois, ses clients reçoivent une box comprenant des produits sur le thème des mangas et animés japonais. En 2022, il est devenu le cofondateur de deux projets, ce podcast ainsi que la Founders Night, l'événement destiné aux entrepreneurs ambitieux, curieux et aventuriers. Bref, tu l'as compris, Marley, l'invité d'aujourd'hui, est passionné d'entrepreneuriat et aujourd'hui, il nous raconte son parcours. Salut Marley, comment tu vas? Hello, hello les petits, ça va super, merci et toi? Franchement, tranquille, hein. Contente d'enregistrer cet épisode. Aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi suite à la description que je viens de faire? Ouais, carrément. Après, en vrai, dans les grandes lignes, t'as bien fait le tour. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc ouais, Marley, j'ai 22 ans aujourd'hui, presque 23 là. Et ouais, je suis le cofondateur de plusieurs projets que j'ai fondés pendant mes études, donc en tant qu'étudiant entrepreneur. Qui sont Japan Inbox, Entre deux podcasts et la Founders Night. Après le reste, je pense que je le raconterai un peu après. Je l'ai pas dit, mais est-ce que tu peux justement nous indiquer un peu plus ton parcours du lycée jusqu'à aujourd'hui? Ouais, carrément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours que moi je trouve assez classique. Mmh. En gros, au lycée, j'ai pas fait grand-chose parce que, enfin, j'ai eu un lycée plutôt classique parce que j'étais pris par le sport. Donc, j'avais pas vraiment le temps de faire autre chose que du sport. Donc, en fait, j'étais sport-études handball à partir de la seconde au Mmh. lycée du Bois d'Amour à Poitiers. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes 3 ans de lycée, j'avais une vie rythmée par les études et le sport. En gros, principalement, c'était ça. Et c'était des entraînements 2 fois par jour. Le vendredi soir, fallait que je rentre chez moi. Du coup, c'était à La Rochelle. Fallait que je rentre à La Rochelle pour m'entraîner avec mon club. Parce que le samedi, je jouais avec La Rochelle. Et en gros, le lundi matin, je repartais à l'internat. Donc en fait, le dimanche, j'étais claqué, je faisais vraiment rien du tout. Donc globalement, mon lycée s'est rythmé à ça. Mais j'ai passé mes meilleures années scolaires, je pense, pendant cette période de lycée, parce que j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore ami aujourd'hui et que je considère quasiment comme ma famille, en fait. Et vraiment, le sport, en fait, le handball, je kiffais ça. Donc j'ai adoré ces 3 années de lycée. Après ça, du coup, je savais vraiment pas quoi faire après mon lycée. J'ai fait une filière S, donc scientifique, spé, physique, chimie. Et du coup, en fait, la S, ça me plaisait pas. Je me rendais compte que c'était pas assez concret pour moi. Genre, c'était Mmh. très. Franchement, ça allait trop loin. Genre, c'était des trucs. Calculer la distance. Alors, je sais pas, Jean parle de la Terre en fusée et la Lune est Ouais. à telle distance. Quand à quelle heure il arrive? Ouais, J'étais en ouais, mode, ouais. bah, franchement, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois? Et c'était beaucoup trop théorique pour moi et pas assez concret. Du coup, je me suis dit pourquoi pas aller vers une fac d'éco parce que ça semblait plus la vie réelle, on va dire, entre guillemets, sur le Mmh. papier, hein. Et il n'y avait pas de souci par rapport à ma filière S d'aller là-bas. D'ailleurs, j'étais même avantagé en maths par rapport à tous les autres parce que les maths, on les avait bien poussés au lycée. Et du coup, j'ai fait ça. Je suis parti en filière éco-gestion à la fac, en licence. Et en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais non plus, dans le sens où, en fait, il y avait beaucoup de maths, beaucoup de stats, Mmh. des trucs, bah voilà, qui étaient encore une fois très théoriques à mes yeux. Et donc, que je savais que je n'allais pas vraiment utiliser plus tard. Mais si j'avais fait cette filière éco-gestion, c'est parce que j'avais vu l'IAE de Poitiers, qui est en gros l'école de commerce gratuite, on va dire. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Ouais. Donc, j'avais vu l'IAE qui me tentait bien avec un master commerce international et surtout un stage à l'étranger de Mmh. 3 mois en licence 3. Du coup, c'est un peu pour ça que j'ai fait la fac d'éco parce que tu pouvais rentrer à l'IAE qu'à partir de la licence 3. Du coup, je fais la fac d'éco, je fais mes 2 années en éco. Et sur ma deuxième année d'éco, c'est là où je rencontre l'entrepreneuriat pour la première fois de ma vie. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que
il y avait une option qui s'appelait, Startup, OK. je crois que c'était ça le nom et en gros, il fallait créer un projet et si tu veux, avec des gens de ma classe, on s'était, mis d'accord pour créer un sac, donc un produit physique. Nous, on est parti sur un produit physique, c'était un Mmh mh. sac et en fait, le but de ce sac, c'était de résoudre d'enlever l'étape de la housse d'ordinateur dans ton sac. En gros, aujourd'hui, tout le monde a un sac, tout le monde a une housse d'ordinateur et dans la housse d'ordinateur, il y a l'ordi et Ouais. donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était enlever ce côté housse d'ordinateur. En fait, ton sac, il est tellement, protégé, mais il reste quand même stylé, tu vois? Donc il est rembourré, mais il reste quand même un peu stylé. Mmh On est mh. parti sur un format un peu cartable, mais il est tellement protégé que contre la pluie, les chocs et cetera, que, tu pas besoin de mettre une housse d'ordinateur. Tu mets directement ton ordi dans ton sac et tu pars comme ça, tu vois? Et Mmh. du coup, on avait créé ça, on était passé sur des concours, entrepreneuriaux, j'ai plus les noms des concours d'ailleurs. Ouais. Mais on avait gagné les concours et ça, on avait grave kiffé. On s'y attendait archi pas. Mais en fait, on avait gagné, je m'en suis rendu compte plus tard parce qu'on avait le projet qui allait le plus loin. On avait créé un prototype, on avait un vrai produit physique dans les mains qu'on pouvait présenter, etc. Alors que franchement, les autres, il y en avait, ils s'étaient ramenés avec une recette de cookies un peu spéciale, tu vois. Je pense que Ouais. les jurys, ils s'en foutent un peu. Ils voulaient vraiment qu'il y ait un produit où vraiment ça galère parce que vraiment une recette de cookies un peu spéciale, bah voilà. Et d'autres qui avaient des projets plutôt cool, c'était super théorique. Genre, ouais, on va faire ça, 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 on a imaginé ça, 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 le business plan, c'est ça, ça, ça. Ok, le produit, il est où, tu vois? Il n'y avait pas de produit. Mmh. Du coup, je pense que c'est un peu pour ça qu'on a gagné et du coup, on a grave kiffé. Et franchement, c'est la première fois où j'ai entrepris et j'ai adoré ça. Même si en parallèle, tu vois, j'avais mes cours, j'avais l'assaut de l'école dans laquelle j'étais. Franchement, ce projet-là, c'est vraiment le truc que j'ai le mieux vécu, tu vois, sur mon année de L2. Du coup, suite à ça, où ça m'a marre, les vidéos de The Family, tu connais, je me suis renseigné comme 95% des gens sur YouTube. Mmh Donc, mh. j'ai découvert l'entrepreneuriat sur YouTube, j'ai commencé à lire des livres, etc. sur tout ça. Et arrivé en licence 3, bah, du coup, là, je rentrais à l'IAE, enfin. Je rentrais à l'IAE, je voulais faire en fait, vraiment l'IAE, je m'attendais vraiment à rien, j'avais vécu 2 années de merde, je m'attendais à rien et je voulais vraiment, en fait, faire mon stage à l'étranger. Sauf que, covid, genre, c'est vraiment arrivé, genre Macron, il annonce, confinement, genre 2 semaines avant ma Ouais. date de départ, tu vois? Ouais, Genre ouais, vraiment, ouais, tu ouais. vois? Du coup, je pars plus et trop le seum parce qu'avec des potes, on s'était dit, bah parce qu'on sentait en vrai que ça sentait, ça pue un peu la merde, le covid en France. Mais on s'est dit: «S'ils ferment pas les frontières, on s'en va et on passe le covid, à Malte», parce que c'était à Malte, du coup, que je devais aller Mmh. et je partais avec des potes. Sauf qu'au final, il a fermé les frontières vraiment 2 semaines avant. Du coup, on est juste pas partis, on avait grave le seum et pour compenser ça, à l'école, bah, ils ont pas fait grand-chose. Ils nous ont foutus sur une plateforme d'anglais, je crois que c'était Global Exam, mais je sais plus exactement si c'était ça. Donc en fait, pendant de mars à juin, j'ai rien fait. J'ai validé ce que j'avais à valider sur Global Exam, mais en soi, voilà, je passais pas mes journées dessus, hein. Donc de mars à juin, j'ai quasiment rien fait. Mais j'ai continué à lire des livres, entrepreneuriat, etc., etc. Et du coup, bah, ma licence 3, elle s'est finie sur ça. J'ai validé ma licence, mais en soi, sans réelle surprise. Et du coup, en fait, comme je me rendais compte que j'en avais marre des cours, enfin, franchement, en fait, le fait d'aller en cours, me lever à 8 heures, enfin, être en amphi à 8 heures, écouter quelqu'un me parler d'un sujet pendant 4 heures qui m'intéressait pas, bah, en fait, j'en avais marre, tu vois? Du coup, j'ai failli arrêter l'école après la licence 3, mais après discussion, notamment avec la famille, bah, ils m'ont convaincu de continuer, sur mon master et hem et du coup, je suis parti sur un master, mais le deal, c'était alternance ou rien parce que moi, je voulais bosser et j'en avais vraiment marre d'aller juste en cours et je sentais qu'en cours, j'allais rien avoir de concret. Donc c'était alternance ou rien et comme Poitiers, je pense avoir fait le tour, je suis parti sur Bordeaux pour faire mon master entrepreneuriat à l'INSEC de Bordeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la M1, elle était un peu générale, donc c'était un M1, commerce, je sais plus quoi là Ouais. et le M2, c'était entrepreneuriat OK. et du coup, le M1, encore une fois, j'étais déçu, mais j'ai grave appris parce qu'en fait, j'ai bossé en alternance dans une boîte qui s'appelait Sword Voices sur Bordeaux. J'ai rencontré des gens vraiment super cool, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui d'ailleurs Mmh mh. et avec qui je m'entends super bien. J'ai grave appris, en bossant avec eux et du coup, l'expérience Sword Voices s'est arrêté à la première année et j'ai dû trouver une deuxième alternance pour la deuxième année et j'ai bossé chez Esli. Du coup, bah, l'alternance là vient juste de se terminer avec eux. OK. J'ai bossé avec eux sur le projet de recrutement pour les stagiaires et les alternants uniquement. Et donc niveau alternance, c'était ça. Et sur ma première année du coup d'alternance, j'ai aussi monté Japan Inbox, donc le projet de box mensuel, box manga et animé japonais que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs, qui continue à tourner. Et ce projet-là, honnêtement, bah, en parlant français, genre je suis à l'équilibre, je gagne pas d'argent dessus et j'en perds pas non plus, donc c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool de pas en perdre, mais j'aimerais bien gagner un peu plus, je vais pas mentir. Mmh mh. Et sur ma deuxième année d'alternance, j'ai monté bah, avec toi le podcast Entre deux Yes. et la Founders Night avec les gars avec qui je bossais chez Esli. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, un petit peu long la présentation, mais je pense que j'ai fait le tour dans les grandes lignes. Ouais, ça va nous permettre, bah, de mieux tracer,
chronologiquement, tout ce que tu vas nous dire, plus tard. Japanime et box, c'est quand même, assez original comme idée, mais justement cette idée d'où était venue? Ouais, en gros, ouais, ce que j'ai pas dit, c'est que pendant mes années de licence, j'ai fait un peu de dropshipping qui a pas du tout marché, parce que j'étais très nul en création de site, en conversion, en ads, en tout ce que tu veux, j'étais très, très nul et du coup, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires, mais j'ai perdu de l'argent. Mais en fait, j'ai quand même kiffé le faire parce que j'ai quand même appris, pas mal de choses, sur le fait déjà rien que de faire les choses, en fait. Et hem et je suis arrivé à un moment où j'ai vu le business model des box par abonnement. Ça en parlait pas mal, en fait, sur YouTube et notamment avec une chaîne qui s'appelle les Co-Founders, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Ça parlait de box mensuelles par abonnement avec un business model qui était super rentable et cetera et qui était trop cool et je me suis dit: «Bah, vas-y, go le faire. Go le faire, pourquoi pas me lancer là-dedans?» En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que 2 mois avant, j'avais retenté un autre dropshipping sur des produits de beauté et franchement, Mmh. ça, j'avais vraiment pas kiffé parce que, bon, déjà d'une ça marchait pas et de 2, en fait, c'était une niche qui m'intéressait pas du tout mais ça a été, une expérience cool parce que du coup, je me suis rendu compte que lancer un projet sur une niche qui t'intéresse pas, ça vaut vraiment pas le coup parce qu'en fait, tu juste pas envie de bosser pour ce projet-là Ouais. et du coup, ce qui fait que les box par abonnement, quand j'ai voulu le faire, je me suis dit: «Bah, faut que je trouve une niche qui m'intéresse». J'avais 2 options. C'était soit le handball, soit, les mangas et animés. Je m'étais dit, «Pourquoi pas partir sur un des 2. Au niveau du handball, je voyais pas trop comment articuler le truc, quoi mettre dans les box et cetera. Alors que sur les mangas et animés, je vais pas mentir, hein, il y a énormément de produits dérivés qui existent aujourd'hui et Mmh. donc c'était beaucoup plus simple. Du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, go partir là-dessus». En plus, même au niveau de la communauté, ceux qui sont vraiment fans, ils hésitent pas à mettre de l'argent donc niveau, revenus, c'était plutôt cool. Et donc go partir là-dessus et donc en fait l'idée, bah, voilà, elle m'est venue comme ça, c'est que j'avais découvert le monde des box par abonnement et je voulais l'associer à, quelque chose que j'aime, donc les mangas et les animés, japonais. OK, et donc tu as lancé ça en 2021. Ouais. Comment de la phase, bah, d'idéation à la phase de comment tu passé de la phase d'idéation finalement à la phase de commercialisation, au lancement? Ouais, alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moins pour ce projet-là, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Baptiste qui, je sais pas s'il a toujours le projet d'ailleurs, qui avait une box par abonnement qu'il avait lancée avant moi qui s'appelle Tokyo Snack Box. Ça existe encore OK. Tokyo Snack Box, mais je sais pas si Baptiste est encore dessus parce que je sais qu'il voulait le vendre. Mmh. Donc il y avait ça et en gros, ils vendaient des, box par abonnement dans laquelle il y avait des snacks japonais, lui, il habite au Japon. Il est français, mais il habite au Japon et il exportait ça dans les pays européens. Donc en gros, j'ai discuté avec lui, il m'a grave inspiré, il m'a dit: «Franchement, fais-le, c'est cool, ça marche et cetera» et donc déjà la partie idéation, on l'a réfléchi un petit peu ensemble si tu veux. Mais bon, dans la grande ligne, j'ai fait, quand même 95 du taf et sur la partie commercialisation, bah, en fait, je me suis dit: «Comment je vais faire?» tu vois? Comment je vais faire pour lancer vraiment ce produit-là? Ce qui s'est passé, c'est que franchement, je me suis juste pas pris la tête, j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai pris un Excel, j'ai essayé de poser à peu près les coûts de combien ça coûterait de faire ça, Mmh. de mettre un produit, la livraison, le carton et cetera. Donc combien je pourrais le revendre et combien de marge je pourrais en sortir. Une fois que j'avais fait ce calcul-là, j'ai chopé mes premiers produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, j'avais pas de fournisseur, donc vraiment, je l'ai payé. J'avais pas de fournisseur ni de boîte, donc je l'ai OK. payé prix, qu'on trouve en boutique, plus de ma poche, donc ce qui faisait que ça coûtait quand même cher et j'ai fait mes premières box comme ça, donc de démo, j'ai fait une vidéo démo et cetera. Je m'étais dit: «Vas-y, il faut montrer un peu ce qu'il y aurait dans les box et cetera». J'ai contacté des influenceurs sur YouTube notamment, j'en ai contacté pas mal. J'ai fait 4 promos, je crois, non 5 parce qu'il y en a un qui voulait pas le faire sur YouTube, il l'a fait sur Twitch. OK. Et du coup, j'ai commencé comme ça, en fait. Vraiment, j'ai pris les objets, je les ai mis dans une box, j'ai envoyé chez des gens, ils en ont fait des vidéos. Et, et anecdote de fou, enfin, mes premières box, elles étaient super nulles, mais vraiment super nulles. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte, sauf que moi, j'étais trop fier à l'époque. Elles étaient super nulles. Et 4 des 5 influenceurs ont été super cool sur la promo qu'ils ont fait, tu vois. Et Ah sympa. il y en a un, il a été cash. Il me l'avait dit, il m'avait dit, franchement, si j'aime pas trop, je le dirais, tu vois. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils le disent comme ça. Oh, Et en gros, il a pas dit mot pour mot que c'était éclaté au sol, mais il a fait comprendre, tu vois. Et c'était le gars qui était sur Twitch. Et du coup, je me suis dit, OK. en vrai, oh, je l'ai mal pris sur le moment, je vais pas mentir, franchement, c'était mon premier projet, etc. Ouais. Mais je me dis, en vrai, vas-y, heureusement que c'était le gars sur Twitch parce que il l'a fait sur Twitch, donc il y avait 200 viewers, je crois. Donc Mmh. en soi, c'était pas énorme, alors que les autres, ils ont fait des milliers de vues sur YouTube. Euh, et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai juste pris les produits, je les ai mis dans une box, j'ai envoyé. Et je me suis dit, vas-y, te pose pas de questions, fais. Enfin, il y avait eu, bien sûr, il y a eu un site qui a été créé aussi, enfin, entre les deux, parce qu'il fallait bien que les gens puissent être redirigés quelque part. Mmh. Et fais, envoie les box et tu verras ce qui se passe. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 10 ventes, je crois. Pourtant, il y a eu des milliers de vues sur YouTube. Il y a eu 10 ventes en tout, qui sont venues, je crois, d'un seul influenceur.
sur les 5. Donc j'avais grave le seum parce que j'avais perdu grave de la thune, on va pas se mentir, hein. J'avais perdu beaucoup de thunes sur ce coup-là Mmh. et il y a eu 10 ventes et je m'étais dit en fait: «Vas-y, il y a quand même 10 personnes qui ont acheté. Si 10 personnes achètent avec ce que j'ai proposé là, j'améliore le truc et après vas-y on fait d'autres ventes», tu vois? Mmh. Donc en gros, c'est comme ça que j'ai commencé, Japan Inbox. OK. Et aujourd'hui, ce projet, il en est où? Comment il s'est développé, sur l'année? Bah, ce projet, il s'est développé lentement, en vrai, parce que comme j'étais en alternance en même temps, bah, c'était compliqué de gérer les 2, surtout la partie logistique. En fait, ce Mmh. qu'il faut savoir, c'est qu'avec Japan Inbox, aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un, mais au tout début, j'étais vraiment tout seul. Donc, c'est-à-dire que la compta, c'est toi qui la gères. La logistique, c'est toi qui la gères. Recevoir les cartons chez toi, emballer les box, c'est toi qui les gères. Le service client, c'est toi qui gères. Les mails, c'est toi qui gères. Les fournisseurs, c'est toi qui gères. Bref, tu fais tout, tu vois. Et vraiment, Mmh. c'est une galère de tout faire tout seul. Et comme je bossais à côté, c'était plutôt compliqué de tout gérer en fait. Je bossais ça le soir en rentrant du taf, donc en vrai c'était jamais simple. Et à un moment, bah, en gros ça s'est développé, genre il y a eu de plus en plus des clients, il y a eu la société, donc la personnalité morale on va dire, qui a été créée, donc là vraiment Japan Inbox qui a été créé officiellement, et c'était plus juste moi. Et du coup là j'ai pu attraper des fournisseurs, donc bosser avec des gens qui avaient des prix qui étaient moins élevés que ce que tu vas retrouver si tu vas, je sais pas, dans le magasin manga qui est en centre-ville, tu vois. Mmh. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde passe par des fournisseurs, et c'est pour ça que tu as des prix qui sont plus élevés. Typiquement, une figurine qui OK. aujourd'hui va coûter entre 30 et 40 balles. Moi, je l'ai à quoi? Je l'ai entre 16 et 18 hors taxe, tu vois. Après, il y a la TVA à payer et tout. Mais voilà. Ce qui me permet en fait de proposer des box à un prix qui est plutôt correct, en Mmh. fait, et que les gens ne pensent pas qu'ils se fassent arnaquer sur ce type de produit-là. Oui, parce que la marge, elle se fait sur l'ensemble de la box et pas juste sur un produit, en fait. C'est ça exactement, en gros c'est ça. Et du coup je crée la société, je trouve les fournisseurs, on continue à développer le truc, du coup ça se passe plutôt bien et en fait, sur la fin d'année, donc là en fait à la période où on est là, il y a de plus en plus de commandes à chaque fois. Plus tu te rapproches de Noël, septembre-décembre, il y a Ouais. toujours plus en plus de commandes. Donc j'avais de plus en plus de commandes, mais en vrai ça restait encore très léger parce que comme je communiquais pas dessus et que j'ai jamais fait de publicité payante sur cette box-là, Mmh. je fonctionnais qu'au SEO et en vrai, tu vois, c'était vraiment très léger. Mais je voulais pas que ça aille plus loin parce que j'avais peur un peu d'être surbooké, enfin surchargé niveau taf à cause de mon premier job justement. Et je voulais vraiment être focus sur mon premier job, donc mon alternance, parce que j'étais en contrat avec eux. Donc ça continue à monter un petit peu et j'ai eu un partenariat avec un cinéma. Il y a un cinéma qui m'a contacté pour Ah oui? l'avant-première d'un film. Mmh. Et en fait, ça a été trop cool. Enfin, on a vu ce qu'on voulait faire. En gros, sur les avant-premières des films, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des soirées un peu manga. Donc, ils organisent des quiz, ils offrent des bonbons japonais, des trucs comme ça. Et ils voulaient que les gagnants du quiz gagnent une de mes box. Donc en gros, il y avait 14 box à envoyer un peu partout en France. Enfin, c'était principalement dans l'Est et vers Paris. 14 box à envoyer, moi ça m'a coûté pas mal de thunes, je vais pas mentir. Et du coup, genre sur cette OP, je crois que j'ai été déficitaire, si je dis pas de conneries. Faudrait que je revoie les calculs, mais je crois que globalement j'ai été déficitaire sur cette OP. En fait, ça m'a fait pas mal de visibilité. Ça m'a fait pas mal de visibilité, mais ça m'a quand même aussi rapporté des clients. Et donc, ce qui fait que j'ai eu un pic à environ 70 abonnés en un mois. Et ce pic-là, en fait, il m'a fait me rendre compte d'un truc, c'est que c'est super dur, 70 abonnés en un mois. Genre, quand tu es tout seul, que tu dois recevoir les produits, les emballer, les envoyer. Tous les gens qui te font des retours derrière en mode ouais, mon colis il arrive quand? Ouais, quand est-ce que je suis livré? Ouais, si, ouais, ça. En fait, ça fait une grosse charge de taf. Et du coup, je m'étais dit, bah, en vrai, je vais stagner à 50 commandes mensuelles. Et à 50 commandes mensuelles, genre, je peux gérer, tu vois. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai atteint ce chiffre-là. Là, aujourd'hui, je suis toujours à 50 mensuels. Là, je suis à 56 exactement, là, ce mois-ci-là, à OK. envoyer. Et au mois de mars, si je dis pas de bêtises, il y a une personne qui s'appelle Karl qui m'a rejoint sur le projet. Incroyable. C'est la première personne avec qui j'ai bossé sur ce projet-là, mais ça s'est fait comme ça. Genre, le gars, il m'a DM sur Insta. Il m'a dit, ouais, je kiffe trop ce que tu fais, nan, nan, j'aimerais trop bosser avec toi. D'habitude, les gens qui me disent ça, en plus, je les recale, hein. Il me dit, j'aimerais trop bosser avec toi, nan, nan. Sauf qu'en fait, il arrive au bon moment. Il arrivait au moment où j'étais en train de me demander si j'arrêtais ou pas, en fait. OK, il y a Et eu une affaire de timing. ouais, c'est ça. Et quand il est arrivé, bah, je me suis dit, bah, en fait, ouais, avoir une aide, ça peut être cool, tu vois. Donc, ouais, il est vraiment arrivé au bon moment. Mais je me dis quand même, enfin, Karl, franchement, il bosse bien, on va pas se mentir, il bosse vraiment bien. Donc, très content qu'il soit arrivé à ce moment-là, en fait. Parce que s'il est arrivé plus tôt, il y aurait eu moyen que je l'aurais recalé. Enfin, que je les Mmh. recale, mais du coup, pas du tout. On a grave discuté. Au début, je comptais l'appeler pas longtemps. On s'est appelé 1 heure, un peu plus d'1 heure, je Ouais, crois. ouais, On a ouais, je me grave souviens. échangé. Il y a eu un gros fit. Et je me suis dit, bah, vas-y, go, en fait. Go. Comme ça, tu seras plus tout seul et tu vas moins galérer. Du coup, là, aujourd'hui, je bosse avec lui sur le projet.
Et moi, comme j'ai fini mon alternance, là, du coup, je ne suis plus enfin, j'ai fini mes études. Là, le but, c'est vraiment de, développer à balle le truc. Vraiment développer le truc. On ne sait pas trop comment on réfléchit là actuellement, mais on va développer le truc et le but, c'est, commencer à rendre ça, très sérieux. OK, top, top, top. Donc Karl est venu en soutien sur ce projet-là, ce qui t'a permis, bah, finalement de le poursuivre au moment où tu te demandais si tu allais pas l'arrêter. Ouais. Aujourd'hui, quel est l'enseignement, principal que tu retiens de ce projet-là? L'enseignement principal, Ouais. je crois que c'est que je lancerai plus jamais un projet tout seul. Mais genre vraiment, c'est pas une vanne. Je crois non, il y en a 2. Il y a que je lancerai vraiment plus jamais un projet tout seul. Ouais, Bah, tu as vu le podcast, j'ai lancé avec toi et quand on avait parlé, je t'avais dit que j'avais l'idée, tu avais l'idée aussi, mais ouais. moi tout seul, je l'aurais pas fait. La OK, Founders Night ouais, ça pareil, je m'avais dit. la Founders Night pareil, c'est le genre de truc que j'aurais jamais fait seul. Mmh. Hem, Après vraiment s'il y a un side project que je peux développer tout seul et vraiment qui me prend pas beaucoup de temps et qui surtout qui me consomme pas, ma charge mentale, enfin qui augmente pas ma charge mentale. Mmh. Genre, je pourrais éventuellement tenter de le faire. Mais Ça vraiment là, sur n'existerait tous les pas. projets où je suis, non, c'est c'est vrai en plus, ça existe pas. Ça existe pas du tout. Mais du coup, c'est pour ça, non, vraiment lancer un projet tout seul, je le ferai plus. Et la deuxième, c'est, les produits physiques. Là, aujourd'hui, je suis encore sur le projet, mais tous les projets que je lance ne seront plus physiques. Genre, il y a je vais plus faire un projet où tu vas me demander de gérer une logistique. OK, Genre vraiment, d'accord. je veux plus. Je crois que ça m'a traumatisé cette logistique, Ouais, vraiment, je veux mais bon, plus le ne faire. jamais dire jamais, hein, C'est vrai, mais là, vraiment, c'est pour compliqué, hein. l'instant, non. Ouais, mais ça me fait trop penser, genre au début, enfin, je pense qu'il y a pas mal qui partagent cette vision, mais quand tu commences l'entrepreneuriat, tu as envie d'être solo, tu as envie d'être ton propre patron, tu as envie de tout gérer tout seul et tout. Tu as un peu un truc, un problème pour déléguer et genre, par exemple, tu vois, un exemple très simple, quand je regarde certains grandes influenceuses, il y a des choses qu'elles font, elles ont des charges mentales de ouf, elles font des crises d'angoisse et cetera parce qu'elles n'arrivent pas à déléguer. Il y a une partie de leur travail qu'elles n'arrivent pas à faire gérer par quelqu'un d'autre parce qu'elle veut que ce soit comme elle, C'est elle veut. ça, Alors qu'un bon professionnel va réussir à te fournir une prestation qui est comme tu veux, voire mieux, tu vois? Mais je pense que c'est exactement. plus une affaire de ne pas trouver cette bonne personne ou de ne pas la chercher, tu vois? Et moi, pareil, je voulais grave être en solo et cetera et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est bien de travailler à plusieurs. C'est super intéressant. Il faut être un minimum ouvert d'esprit pour le faire et ta charge mentale, elle est pas pareille. Je dirais pas qu'elle est allégée, mais c'est comme si, bah, il y avait 2 piliers qui dépendaient l'un de l'autre et C'est exactement ça. parfois tu peux te reposer un peu sur l'autre, mais tu dois toi aussi tenir ta partie et en plus, En vrai, c'est si tu ah pardon, t'effondres, tu fais effondrer l'autre, donc c'est ça, il y a comme un engagement, tu vois? c'est ce que j'allais dire. En fait, tu es engagé auprès de la personne à côté Mmh, et en fait, c'est aussi un soutien, tu vois? En fait, les bons moments, vous les vivez ensemble, donc c'est mmh, trop cool de partager les bons moments avec quelqu'un qui te comprend réellement parce qu'il vit la même chose que toi. exactement, Et c'est trop cool de pouvoir aussi, partager tes galères avec quelqu'un qui te comprend aussi parce qu'il vit la même chose que toi, tu vois? exactement. Typiquement, aujourd'hui, je peux partager mes galères à mes potes, mais ils comprennent pas vraiment ce que je vis, tu vois? Mmh, Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais donc ouais, travailler à plusieurs, c'est franchement, c'est ultra bénef. Moi, comme toi, tu vois, au début, j'étais en mode: «Vas-y, je le fais solo, comme ça, je vois tout seul, je vois comment ça se passe et cetera». mmh, Donc en vrai, c'est une bonne expérience, hein, je regrette pas de l'avoir ouais, commencé tout ouais, seul, ouais. mais maintenant, je sais que je le ferai plus tout seul, tu vois? Mmh. Et non, non, travailler à minimum 2 c'est vraiment très cool. Après, 2 c'est bien, 3 aussi, je pense. Après, à partir d'un certain nombre, faut pas abuser non plus, ça fait beaucoup de personnes. Ouais, après c'est une équipe et tu recrutes, c'est Voilà, plus c'est des ça. cofondateurs quoi, tu recrutes, C'est tu vois? ça. C'est ça exactement. Ouais, OK pour Japan Anime Box, donc super intéressant. J'ai trop hâte de voir, où est-ce que ça va aller, jusqu'en 2023. On va passer peut-être un peu à entre 2 podcasts. Tu disais à l'instant que tu avais déjà, l'idée en tête, mais comment t'es venue cette idée justement? En vrai, ultra simple. J'ai bossé chez Esli, Mmh. donc dans le recrutement de stagiaires et alternants et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les étudiants entrepreneurs, ils me rendent ouf. Ils me rendent ouf dans le sens où je kiffe trop discuter avec des gens qui entreprennent. Mmh. Genre vraiment. Moi, dans ma promo cette année, tout le monde n'entreprenait pas et je pense que je me suis plus rapproché des gens qui entreprenaient réellement au jour le jour, en fait. Hem Et je me suis rendu compte en fait que juste vraiment discuter avec des gens qui avaient un projet, c'était cool, mais discuter avec des étudiants entrepreneurs, c'est encore plus cool parce qu'on avait vraiment la même situation et c'est un peu double vie, tu vois. Ouais. Et je m'étais dit, bah en vrai, ces gars-là, ils existent. Genre, je kiffe trop discuter avec eux. Viens, on discute et on partage, tu vois. On partage la discussion. Et on montre aux autres que entreprendre, c'est quelque chose d'incroyable. Mmh. Vraiment, tu vois, l'entrepreneuriat, mais c'est ultra sous-estimé. Même si vous entreprenez un petit projet vite fait,
genre entreprenez et vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre des trucs de fou, que vous allez vivre des expériences de fou et que si votre projet marche, et Mmh. franchement, vous allez être trop heureux parce que c'est votre projet et enfin, vous allez vous rendre compte du truc que vous venez de construire. Et du coup, bah bref, l'idée c'était ça. C'était d'attraper des étudiants entrepreneurs, discuter avec eux et juste repartager ces discussions. Et du coup, je suis tombé sur toi, hein. Je suis tombé sur toi, mais tu connais la suite. Et Ouais. même idée, on a partagé la même idée et on s'est dit, bah vas-y, viens, on le fait à deux. Ouais. Ouais et on a quand même pris genre ça s'est pas fait sur un coup de tête, même si on dirait que ça s'est fait sur Clairement un coup de pas. tête. Ça s'est archi pas fait sur un coup de tête. Ça s'est fait rapidement, mais ça Hmm. s'est pas fait sur un coup de tête dans le sens où on a vraiment pris le temps de se dire: «OK, est-ce qu'on le fait vraiment ensemble?» Parce que là, tout à l'heure, on discutait du fait que de faire les choses à plusieurs, c'est plus intéressant et on disait aussi que, bah, trouver la bonne personne, c'est essentiel et donc nous, on a vraiment pris le temps de savoir de: «OK, est-ce que genre dans 2 mois, on sera aussi toujours chaud, tu vois, de travailler ensemble?» Et bah, on s'est fait aider en vrai par Florent Bonnefond Ouais. des French Doers que, bah, je taffais, à côté de lui à l'ancienne avant qu'il déménage et donc je lui avais dit: «Mais, Flo, comment on fait pour trouver, le bon associé?» Et donc on avait pris le temps d'échanger sur le sujet et ça nous a en vrai, ça nous avait grave aidé parce qu'en gros, il nous avait donné un peu les questions à se poser Hmm. avant et les questions à poser à l'autre et c'est comme ça qu'on a réussi finalement à avancer. Et à bosser Donc ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est que moi et Petit, de base, on se connaissait pas. Enfin, on s'est rencontrés sur LinkedIn. mmh, C'est parti d'un post que j'ai fait, à ma DM. mmh, Genre, vraiment, c'est pas une personne avec qui j'ai fait une école ou que j'ai rencontré je ne sais mmh, pas où. Non, vraiment, on se connaissait pas. Et c'est parti un post LinkedIn, un DM, deux appels et un podcast, quoi. En gros. ouais. C'est ça, mais parce qu'on a fait les choses proprement et je pense qu'il y avait déjà un fit, genre on avait un peu une vision commune sur l'entrepreneuriat et cetera, qui a C'est ça. facilité les choses. C'est ça. OK, donc entre 2 podcasts, de toute façon, bah, on va pas en dire plus, je pense, parce que, bah, ça va arriver et ça va arriver grâce à vous. Comme on vous l'a dit en début d'épisode, on discute beaucoup avec vous en ce moment pour, bah, toujours avoir apporter de la valeur, améliorer le contenu et pourquoi pas proposer autre chose, dans quelques mois. Donc let's go dans nos DM. Là, on Mm. va toujours parler d'entrepreneuriat et il y a un projet qui est arrivé, sur le feu, quand on le voit de l'extérieur, on dirait que ça arrivé genre vraiment comme un coup de tête, comme un truc, un pas un cheveu sur la soupe parce qu'il est pas désagréable, mais ça arrivé, assez, de manière assez, comment on dit ça? Inopinée. C'est la Founders Night. Bah, je te laisse expliquer comment l'idée a émergé et comment le projet s'est développé. En gros, ce qu'il faut savoir avec la Founders Night, c'est que, en fait, c'est vraiment une idée qui est arrivée comme ça. Genre, c'est pas une vanne, c'est vraiment une idée qui a débarqué d'un coup. En gros, je bossais chez Esli et avec l'équipe Esli, il y a une partie de l'équipe qui est partie aux États-Unis sur le début de l'année 2022 et ils sont revenus au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Et en fait, en revenant des États-Unis, ils sont revenus avec ce concept de Founders Night. Ils nous ont dit, ouais, les gars, les États-Unis, c'était incroyable. On a rencontré des entrepreneurs de ouf, on a vécu des soirées incroyables. En fait, dans les soirées là-bas, vraiment, il y a de la bienveillance partout. Tu peux avoir le même projet qu'un mec qui est dans ta niche, et il n'y a pas de souci, si tu as besoin d'aide, il va te donner ses conseils. Bon, il va pas non plus te donner le numéro de ses clients, mais il va te donner des conseils, il va t'aider, il va te booster, tu vois. Et donc, en gros, c'est de l'entraide, c'est de la cohésion, etc. Et on s'est dit, mais en fait, en France, il n'y a pas d'événement entrepreneurial où tu peux être aussi chill. Genre, parce qu'en fait, les événements là-bas, c'était vraiment très chill, hein. C'était vraiment, tu viens comme tu es et commence pas à venir en chemise si t'as pas envie, tu vois. Et Mmh. il n'y a pas d'événement aussi chill et aussi ouvert et bienveillant en France, ou du moins, nous, on n'en a pas vécu. Et du coup, on s'est Mmh. dit, bah vas-y, go, on le fait. Go, on le fait, tu vois. Et donc, c'est parti d'une décision comme ça, fin mai, à une première Founders Night où il y avait 200 inscrits, fin juin, le 23 juin exactement. Donc, en gros, en 4 semaines, en gros, on s'est chauffé, on a contacté des gens pour avoir un petit peu des idées. On s'est dit, vas-y, on va faire ça comme ça. On va ramener des pitchers, ils vont proposer, ils vont parler de leur projet sur scène. Donc, on a fait ça dans une salle d'escalade parce qu'on voulait un lieu atypique. Mmh. Et donc, en fait, en 4 semaines, le projet, il a été construit et ça s'est fait assez rapidement, tu vois. Donc, pas mal de pression de notre côté parce que du coup, fallait le gérer. Moi, j'ai été là, mais pas trop là non plus, parce que c'était une période en fait où j'étais sur ma fin d'année scolaire, donc j'enchaînais pas OK. mal les semaines de cours, donc c'était un Ouais. peu chiant. Mais voilà, ça s'est fait en 4 semaines et ça s'est fait ultra rapidement. Les gens, ils ont grave kiffé. Ils nous ont dit, ouais, à quand la deuxième édition, etc., etc. Du coup, on s'est dit, bah, vas-y, go faire une deuxième édition. Nous, on s'était dit de base, la première édition, on l'a fait, on voit ce qui se passe. Si ça se passe, vas-y, bah, on va dire, ça se passe mal, bah, on arrête, tu vois, et voilà. En fait, ça s'est tellement bien passé, les gens, ils ont tellement kiffé qu'on s'est dit, bah, vas-y, go faire une deuxième édition.
Et donc la deuxième édition, elle a eu lieu, bah, il y a pas longtemps là, elle a eu lieu il y a 10 jours, Mmh. 1er septembre, le 1er septembre exact, dans une ouais, chapelle. dans une chapelle et la chapelle a été incroyable, hein, franchement, elle était vraiment incroyable. On a fait ça dans une chapelle et il y avait 450 personnes cette fois-ci et cette fois-ci, on a carrément, sold out le truc. Genre le gars de la chapelle nous a dit: «Ouais les gars doucement, là je pense qu'il va falloir arrêter parce que, enfin arrêter à 450 parce qu'au-dessus, ça va commencer à devenir un peu chaud». Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la journée, ça continue à monter. Il nous a dit ça vraiment dans la journée même parce que ça continue à monter et les places continuent à se vendre. Et du coup, on a arrêté les ventes dans la journée à 450, donc sold out la soirée. Ça s'est super bien passé. Les gens, ils ont encore ultra kiffé. On a amélioré le truc parce qu'en plus des pitchs, on a ramené des talkers, donc des gens qui sont venus parler d'une thématique précise, mais on n'a pas ramené n'importe lesquels. On avait Alexandre Belliti de Clini, on avait Ruben Tayeb de Le Cocon et on avait Guillaume Moubèche de l'Emlist, enfin de l'Empire. Mmh Donc en mh, gros, on mmh. avait des belles têtes quand même. Et donc les gens, ils sont grave venus, ils ont grave kiffé. Ils ont passé une très bonne soirée, ils nous ont fait des retours magnifiques. Et ils attendent une V3 là, ils attendent juste une troisième édition. Donc là, petit spoiler, avec l'équipe, on est en train de réfléchir à la suite, à ce qu'on va faire ensuite, enfin en plus de la Founders Night, parce que les Founders Night c'est bien, mais on aimerait quand même créer quelque chose de plus que ça en fait, que juste plus que des soirées en fait. Et on est encore en train de réfléchir. La V3 est en cours d'études, on va sûrement faire une troisième édition sur cette fin d'année 2022. Une quatrième peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, là, le but, c'est vraiment de se focus sur la suite. Comment est-ce qu'on va développer ça et cette troisième édition de la Founders Night. OK et comment vous vous êtes organisés finalement pour organiser un événement, alors qu'il me semble que personne n'avait jamais fait d'événementiel avant ça? Julien avait déjà fait de l'événementiel OK. parce qu'il avait bossé là-dedans longtemps, plusieurs années, je crois. Euh, J'allais dire, moi, j'ai déjà fait de l'événementiel, mais c'était tellement bidon. En gros, c'était les soirées asso pendant ma licence, pendant ma deuxième Non, année de mais licence. en vrai, ça compte parce que tu fais des devis, tu contactes des gens et cetera, c'est juste que c'est pas la même échelle. Ouais, sauf que moi, en fait, j'étais pas à fond dans la partie événementielle. En gros, j'ai aidé les gars pour la partie événementielle, mais moi, j'étais OK, pas dans le pôle event de l'asso. Moi, j'étais dans le pôle OK. partenariat. Donc, Ouais. en gros, j'étais pas vraiment dans le cœur du truc non plus. Tu vois. OK, OK. Mais bref, non, plus Julien, du coup. Et en fait, comme on a organisé ça, bon, on s'est dit, ok, les gars, on est 5. Toi, tu vas plus bosser sur ça. Toi, tu vas plus bosser sur ça. Toi, tu vas plus bosser sur ça. Genre, Martin, Julie, ils étaient sur la partie com, marketing du truc. Mmh mh. On postait tous aussi un petit peu sur LinkedIn quand même Mmh. à titre perso. Moi, j'étais avec Christ et Julien, on était plus sur la partie acquisition, donc ramener du monde à cette soirée. Et, euh, et voilà. Donc globalement, et non, Julien, il était aussi sur une grosse partie orga, donc OK. logistique, lieu, comment on organise le truc. Est-ce que les gens boivent sur place? Est-ce qu'ils mangent sur place? Des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Et donc, en gros, ouais, on a juste réparti des rôles. Et on s'est dit, bah go, chacun foncer tout droit le plus loin possible dans sa partie. Et puis on verra ce que ça donne à la fin. Et ça donne un événement, comme je l'ai dit, à 200 personnes qui était vraiment incroyable. OK. Tu me fais une passe D là sur le fait de poster sur LinkedIn à titre personnel. Donc on va parler un peu personal branding. Bah, moi je t'ai connu via LinkedIn grâce à des posts, assez clivants Sur le sur le recrutement, ouais. recrutement des stagiaires et des alternants. Donc il y avait un premier post où tu tapais un peu sur les alternants et les stagiaires et un deuxième post où tu tapais un peu sur les recruteurs ou vice versa et j'étais là en mode enfin, le gars parle français, tu vois? Et bah, justement raconte-nous comment tu as commencé à poster sur LinkedIn et comment, bah, tu t'es créé, on va dire, un réseau assez étoffé? Ouais, en gros, en vrai, simple, j'ai juste commencé à poster. Alors honnêtement, j'ai juste commencé à poster. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes premiers posts LinkedIn, ils datent de ma première année d'alternance. En fait, je me rendais compte de la puissance de cette plateforme petit à petit parce que je voyais des gens qui postent, etc. Et j'ai discuté avec une personne d'ailleurs qu'on a accueillie sur notre podcast qui s'appelle Marwan Wada. J'ai discuté avec lui, il m'a parlé de. Parce que lui, il postait grave sur LinkedIn à l'époque. Mmh. Il m'a parlé de ce qu'il faisait lui sur LinkedIn, dans sa boîte, de ce que ça lui a apporté en termes de lead, etc. Parce que lui aussi, il était sales à l'époque. Enfin, il était commercial. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il faut juste que je poste sur LinkedIn. Vraiment. Il faut juste que je m'y mette et que j'arrête de me poser un milliard de questions. Que ça plaise pas, on s'en fout. Il faut juste que je poste. Et à un moment, les gens, ils vont commencer à voir ma tête tout le temps et ils vont commencer à me reconnaître passer sur leur feed. Au début, c'était vraiment poster, poster. Après, c'est parti en bah, poste quand même des trucs intéressants, tu vois. Genre, arrête de faire la promo de ta boîte, arrête de faire la promo des articles qui sortent sur ton blog.
et parle un petit peu d'autre chose. Et j'ai eu un vrai déclic sur ma deuxième année d'alternance, du coup chez Esli, parce que là j'avais un vrai sujet sur lequel en fait j'avais un vrai avis, qui était le recrutement Mmh. de stagiaires et d'alternants. Mmh. Et du coup je me suis mis principalement à poster là-dessus. Et donc je postais sur, en fait je disais ce que je pensais sur ça, euh, sur les étudiants qui font pas d'efforts. Parce que vas-y, les étudiants ils se plaignent et tout, mais en vrai ceux qui se plaignent souvent c'est ceux qui font le moins d'efforts, donc faut arrêter de déconner. Et aussi sur les recruteurs qui veulent recruter, mais en fait, si tu creuses bien, ils veulent recruter parce que ça coûte pas cher. Ils veulent Mmh. recruter parce que ça coûte pas cher, mais en fait, ils ont besoin d'un CDI. Du coup, toi, tu arrives dans la boîte, en fait, tu es archi pas formé, t'es laissé libre dans la jungle. Toi, tu es là pour Mmh. apprendre, tu vois, et tu arrives dans une boîte où le gars, il a besoin d'un CDI, mais il te prend toi parce que il a des aides de l'État et que tu le coûtes pas Ouais. cher, et Mmh. il t'accompagne pas, tu vois. Et Mmh. tu es en mode, comment je fais, tu vois, je suis Ouais. archi perdu, comment je fais. Ouais. Moi perso, Et du enfin, coup, ouais, c'est juste, par rapport au recrutement, j'ai rien contre les personnes qui recrutent des alternants parce qu'ils ont pas le budget. Genre c'est la ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, tu vois? Mais par clairement. contre, que tu n'ajustes pas le poste, vu que tu recrutes un alternant, ça je trouve ça un peu, limite, Bah, tu vois? c'est très border en vrai, c'est très border. Si tu recrutes un alternant ou même un stagiaire, tu Ouais. sais qu'il est là pour apprendre, donc tu dois être là pour l'accompagner, Mmh tu vois. mh, mmh. Sauf que souvent, en plus, c'est des startups où les gars sont pas beaucoup dans l'équipe, et quand t'es pas beaucoup dans l'équipe, chaque personne a un rôle super important dans la boîte, tu vois. Donc t'as pas forcément le temps de former quelqu'un sur un sujet spécifique quand il arrive dans ta boîte et qu'il y connaît rien, tu vois. Et c'est pour ça Mmh. que les entreprises, bah, souvent, quand on voit ce qu'elles recherchent, bah, elles recherchent, surtout les petites boîtes, elles recherchent un mec qui a déjà 2 ans d'expérience, qui sait faire X, Y, Z, alors que le gars, il vient d'entrer en master, tu vois? Ouais. Donc, pour en revenir à mes posts LinkedIn, du coup, bah, j'ai posté un petit peu sur mes avis, ce que je pensais par rapport à tout ça. Ça a ramené pas mal de personnes sur, Esli, ça a fait connaître un petit peu la marque, c'est très cool. On s'est rencontrés tous les 2, donc ça, c'est très, 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 très cool. Mmh. Et Mmh. du coup, aujourd'hui, là, je me suis un petit peu calmé sur mes posts, mais je vais repartir de plus belle. Le but, c'est vraiment que là, vraiment, je pense que je vais parler de tout ce qui me touche, à cœur, donc c'est-à-dire tout ce qui me tient à cœur, donc c'est l'entrepreneuriat, et déglinguer un petit peu les écoles aussi. Je vais me faire des ennemis en faisant ça, je pense, mais vraiment, non, tu connais mon point de vue sur les écoles. En vrai, moi, je suis convaincu que les écoles, elles sont bien que jusqu'à un certain stade, et à un moment, faut arrêter de déconner, il faut pratiquer, quoi. Je viendrai apporter un peu de balance dans les propos, dans les commentaires. En vrai, je vais y aller doucement, après je vais y aller doucement, tu vois? Mais vraiment, enfin, je crois que je vais lâcher des images, peut-être des vidéos, des trucs, je sais pas. Je trouve des trucs de fou sur Twitter, hein, c'est trop drôle. Ah ouais? J'ai trouvé je sais plus si je t'avais montré cette image, mais j'ai trouvé une image où genre la question c'était: «Ouais, comment je trouve un travail? Comment je paye, un loyer? Comment je Mmh fais mh, rentrer de mmh l'argent?» et mh, mmh. cetera. Et la réponse c'était une équation de maths, du second degré, tu vois? Enfin, j'ai trouvé ça archi drôle. Ça répond archi pas à la question, et pourtant ça c'est les vrais problèmes de la vie, tu vois? Sauf que Ouais. l'école t'apprend pas à résoudre les vrais problèmes de la vie, j'ai Mmh mh, l'impression, mmh. Mais et ça me frustre. ma vraie question, c'est est-ce que l'école, elle est là pour ça? Et en vrai, la vraie Bah question, c'est à quoi sert l'école, tu vois? c'est ça, tu vois? Mais Mmh. je me dis, tu sais, l'école, c'est un peu l'institution obligatoire où tu es obligé d'aller déjà jusqu'à tes 16 ans, et Ouais. souvent, si tu vas pas jusqu'en master 2, tu es personne dans la société en France, et ils t'apprennent pas à vivre, enfin, ils t'apprennent pas la vie, tu vois? Mmh Donc mh, ce mmh. truc reconnu et incroyable, il t'apprend pas la réalité des choses, et je trouve ça ultra dommage, en fait. Ouais. Si vous voulez connaître mon avis sur le sujet, bah, faudra aller voir les posts de Marley et voir en commentaire. Exactement. Non, mais c'est bien, tu vas apporter un peu de contraste et tout, parce que des fois, je pense que je peux partir loin. Mais je pense que je vais me nuancer un petit peu dans mes propos quand même, sinon je vais Mais me mettre en des gens dans le vrai, dos. donne ton avis et puis c'est intéressant, d'avoir des avis différents et surtout, bah, on n'est pas toujours d'accord et c'est OK, tu vois? C'est ça, c'est ça. Et en vrai, je pense que vraiment, je vais me mettre à poster sur ce qui me plaît. Je vais arrêter de me dire: «Ah ouais, mais si je poste sur 2 sujets différents, je vais perdre mon audience», ou je sais pas quoi. Mmh Je mh, pense mmh que mh, là, mmh. je vais vraiment me dire, Mmh. j'ai envie de parler entrepreneuriat, je parle entrepreneuriat, j'ai envie d'attaquer les écoles, j'attaque les écoles. J'ai Mmh. envie de mettre la lumière sur les étudiants entrepreneurs, je mets la lumière sur les Mmh. étudiants entrepreneurs. Enfin, tu vois, je fais un Ouais, peu tout ça, quoi. OK. Ouais, donc ça te fait quoi? 3 projets à ton actif que tu as commencé pendant tes études et pendant tes études, tu étais aussi handballeur en alors j'espère que je vais pas me tromper, en national? Ouais, c'est ça. Oh, 1 fois que je me trompe pas, et bah, ça demande quand même pas mal d'organisation, donc toi, comment tu t'organisais? Est-ce que tu avais des outils pour ça? Comment tu gérais cours, projets, devoirs, reprojet, resport? Bah, franchement, je gérais comme je pouvais gérer, hein, on va pas mentir, hein. Franchement, j'étais en mode, s'il y a un truc qui est impératif, bah, je le fais. Mmh. Le truc qu'il faut savoir, c'est que le handball, ça passait toujours devant tout, dans le sens où
enfin, en fait, je jouais en National 2 cette année-là, du coup. L'année d'avant, je jouais en pareil, en fait, je jouais en National 2 aussi et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des horaires d'entraînement qui étaient fixes et quand tu t'engages, enfin, c'est mon point de vue perso. Quand tu t'engages en National 2, tu respectes. Genre, c'est pas, «Ouais, vas-y, mardi, je viens m'entraîner, mercredi, je viens pas», tu vois? Mmh, C'est vraiment, tu entraînement, tu y vas, parce que si tu y vas pas, en fait, tu peux pas préparer le match du week-end et du coup, tu pénalises ton équipe un peu, tu vois? mmh, Donc vraiment, quand il y avait entraînement, moi, j'y étais, il y avait entraînement, j'étais là. Match, j'étais là, jamais je boycottais le truc, j'étais toujours là et donc s'il y avait des projets que je devais avancer, bah, ça passait après l'entraînement. Donc genre les entraînements qui finissaient à 22h, je rentrais chez WAM, je mangeais, je prenais une douche, après je me mettais à bosser dessus. C'est principalement ce qui s'est passé avec Japan Inbox, parce que je m'entraînais pas mal, et c'était le seul moment sur la journée que j'avais pour, euh, pour me mettre à bosser sur ça. Donc en termes d'orga, en vrai de vrai, au début, j'étais pas vraiment si organisé que ça, c'était vraiment, bah s'il y a un truc à faire, je le fais, tu vois, quitte à dormir à 3h du mat, je le fais. mmh Et voilà, c'est tout. Juste là, maintenant je suis beaucoup mieux organisé. Bah, principalement grâce à Notion et Google Calendar. Ça me permet en gros d'avoir une orga un peu plus clean. Elle est pas parfaite et je pense qu'en vrai, la perfection, je l'atteindrai jamais. Il y aura toujours des imprévus. Et en mh, plus, maintenant que je suis sur plusieurs projets, il y a toujours plus d'imprévus. Donc, j'essaye juste de me dire, bah, aujourd'hui, je me focus sur telle mission et j'essaye vraiment d'avancer sur cette mission-là. Et s'il y a des imprévus, bah vas-y, on va les gérer comme on peut, tu vois. Mais vraiment, faut que j'ai le sentiment, à la fin d'une journée, d'avoir avancé quand même sur le projet. mmh. Ouais, je crois que l'imprévu, on en parlait beaucoup dans l'épisode, dans un des entractes. Alors je sais plus si c'était sur l'organisation et la priorisation ou si c'était sur, autre chose, mais en gros, on disait, que le fait d'être un minimum organisé, ça te permettait de mieux gérer l'imprévu. Non, c'était sur l'épisode sur, trouver équilibre, vie pro, vie perso et Hmm. je disais en gros, je spoil un peu, mais je disais en gros qu'il fallait, être pas mal organisé pour pouvoir justement gérer l'imprévu et en fait, c'est intéressant dans ce que tu dis parce que comme tu as fait passer finalement le sport avant tout, bah, ça t'a permis en fait de cadrer ta journée Ouais, c'est ça. et quand tu as des blocs comme ça qui sont fixés et qu'en plus tu es engagé et ben, en fait, moi, je trouve que ça permet de mieux s'organiser parce que, bah, je suis un peu, dans le même cas que toi. Je suis pas compétitrice, mais je tiens fort à mes entraînements et pareil, quand ils sont bloqués dans mon agenda et bah, tu es obligé de mieux t'organiser et en fait, je vais reciter Florent Bonnefond, c'est quand tu as trop de temps, c'est là où tu fais pas grand-chose, en fait et quand tu Exactement. as moins de temps, bah, tu es obligé de caser les choses, de faire les choses et même si c'est un peu ric-rac parfois, bah, en fait, tu avances parce que tu pas trop le choix, tu es engagé sur plusieurs choses. Donc voilà, OK pour le côté organisation, donc Google Agenda et Notion, nos outils préférés, La base, franchement, la toujours, base. toujours. Toujours. Donc là, tu nous as quand même cité pas mal de projets. Est-ce que tu as rencontré des difficultés en particulier dans ton parcours? Et franchement, la difficulté, j'en ai rencontré, je sais pas combien. Genre, tellement que je pense que je pourrais même pas me souvenir de toutes. Mais genre, je rencontre encore aujourd'hui. Il y a toujours des galères en vrai, hein. Genre vraiment, ça s'arrête jamais. C'est vrai. Toujours, quand tu as un projet, bah, tu vois, là, on parlait d'imprévu. À tout moment, il y a un truc qui tombe, c'est pas prévu, tu vois. Mmh. Genre, là, la difficulté, je pense, la plus grosse difficulté récente qui est arrivée, c'est que je regardais un film, tranquille, j'avais posé mon tel dans ma chambre, je rentre dans ma chambre, il était 22h. Je vois que Karl, le gars avec qui je bosse sur Japan Box, m'a appelé 3 fois. Je me dis, bon, déjà, s'il m'appelle 3 fois à 22h, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Je le rappelle et il m'explique qu'en fait, les cartons, enfin, les boîtes des figurines qu'on devait envoyer sur le mois, sont pas de la bonne taille. Enfin, d'habitude, ils sont plus petites. Et là, je sais pas ce que le fournisseur a fait quand il a fait sa figurine. Il a mis un carton plus gros. Enfin, l'emballage de la figurine, Ouais. il a mis un carton plus gros. Ce qui fait que ça rentrait plus, parce que c'est millimétré quand même, en vrai, la logistique, Mmh, ça mmh rentrait mh. plus dans la box qu'on envoie normalement à nos clients. Et du coup, bah, on s'est retrouvé de 22h à je sais pas quelle heure, minuit peut-être, avoir mesuré parce que moi j'étais pas avec lui donc il l'a fait en direct, mesurer la taille de l'emballage de la figurine, mesurer la taille du carton, il fallait qu'on aille trouver d'autres cartons pour que ce soit rapidement fait, que demain, le lendemain matin, on appelle rapidement les fournisseurs de cartons en leur disant on vous a déjà commandé des cartons, ils sont pas encore envoyés, envoyez-les pas, remboursez-nous, comme ça on va vous commander d'autres cartons un peu plus gros, etc. Le gars il nous dit que c'est pas possible de rembourser, il nous fait un avoir, enfin, en fait, toujours tu as des galères qui tombent Mmh. et t'es jamais prêt pour ce genre de truc. Ouais. Et mais si je dois sortir une galère principale, en vrai, moi, ma plus grosse, grosse, grosse galère, ma plus grosse difficulté, c'est l'organisation, hein. Franchement, une fois que tu es organisé, ça roule un peu mieux. Mais si t'es pas organisé, laisse tomber comment avancer sur tes projets, c'est très dur, tu vois.
Mais voilà, mais sinon après en termes de difficultés rencontrées, bah, en vrai les difficultés il y en a toujours et il y en aura toujours sur tous tes projets. Donc faut juste, apprendre à les surmonter et juste par rapport aux difficultés, genre commence pas à imaginer des problèmes avant qu'ils soient arrivés. Genre, vraiment, genre, attends que le problème il arrive et tu le résoudras quand il sera là. Parce que si tu commences à imaginer 15 000 problèmes, tu vas te faire 15 000 scénarios et tu vas penser que ton truc ça va jamais marcher. De Sauf qu'en ouf. fait, je pense que même 90% des problèmes que tu vas imaginer vont soit pas arriver ou soit pas arriver tout de suite. Donc en vrai juste fais les choses et dès que tu as un problème, résous-le et résous le problème par problème. Genre cherche pas à anticiper des problèmes que tu as pas aujourd'hui. Ouais. Ça me fait rappeler, je crois, quand on a lancé le podcast et que ça s'est pas mis en ligne. Ça a pris 40 ans à se mettre en Ah ligne. ouais, punaise, incroyable cette histoire aussi. Le problème, c'est que, bah, nous, on est étudiants en en alternance et genre, bah, on automatise tout, on programme tout, tu vois? Comme ça, on n'a pas à le faire, sur le tas Ouais, ou alors, enfin, je sais pas, relou, tu vois? Moi, j'aime pas, me précipiter de sortir de mon taf et tout. Enfin, il y a déjà d'autres choses et l'automatisation, c'est fait pour te soulager. Mais quand tu vois que ton podcast, il est pas en ligne alors que tu payes pour qu'il soit en ligne, ça fout ça le fait chier. seum. Mais ouais, c'est des trucs, bah, voilà, des trucs comme ça que tu t'attends pas à gérer et que tu gères et parfois tu peux rien faire. Mais OK, bah, très clair, hein, sur les difficultés rencontrées. En vrai, faut pas avoir peur des difficultés, il faut juste te dire que ça fait partie de ton parcours Ça fait partie du jeu, de toute façon, il y en aura toujours. ouais et banaliser la chose. Et beh, on arrive bientôt à la fin, de cet épisode. Il nous reste quelques questions et la fameuse question, c'est, si tu devais citer un avantage et un inconvénient à entreprendre quand on est étudiant, quels sont-ils? Ouais, carrément, avantage, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, en fait, l'entrepreneuriat, ça fait vraiment grandir. Et tu te rends vraiment compte des problèmes de la vie. Parce que voir ce que les gens font, c'est bien, mais c'est jamais la réalité des choses. Typiquement, en plus en France, on fait souvent ça, on idéalise les boîtes qui lèvent des millions d'euros, mais souvent, enfin, je dis souvent, non, pas souvent. Parfois, les boîtes qui lèvent des millions d'euros sont même pas rentables, en fait. Elles n'ont pas un business model viable qui leur permet de vivre, à vivre sur des levées de fonds, quoi, en fait. À vivre sur le dos des gens qui leur donnent de l'argent. C'est un truc de ouf, quand même. Enfin, je suis pas contre les levées de fonds, mais juste, je me dis, tu peux pas vivre sur le fait que quelqu'un donne de l'argent dans ta boîte parce qu'il y croit, tu vois. Genre, trouve-toi un Ouais, business ouais, model rentable, trouve des clients, tu vois, et crée vraiment un truc qui résout un problème. ouais, c'est le modèle de Et nombreuses startups, hein. bah, D'ailleurs, c'est ça, en fait. Doctolib, je crois qu'ils sont même pas rentables. Je sais pas si aujourd'hui ils sont rentables ou pas, mais il y a moyen que non, hein. Pour avoir levé un demi-million, Ouais. un demi-milliard, pardon, un demi-milliard. J'aimerais bien savoir s'ils sont rentables, hein. Ouais, c'est vrai, putain. Et du coup, non, avantage, c'est vraiment l'apprentissage. Tu vas vivre des expériences de fou. Tu, tu vas galérer, ok, mais ce que tu vas vivre, en fait, ça va être tellement gratifiant, que ce soit pour toi d'un point de vue personnel et même professionnel, en fait, dans ton parcours pro, tu vas pouvoir raconter ça. Et franchement, c'est super, super gratifiant et important. Et un inconvénient, bah, en vrai, c'est que je pense que tout le monde ne passe peut-être pas par là, mais moi, j'ai dû faire pas mal de sacrifices sur des gens que j'ai enfin, avec qui je suis encore en bonne relation aujourd'hui, parce que c'est encore mes potes, Mmh, mais que j'ai vu beaucoup moins. Des mmh, sacrifices sur, même moi d'un point de vue perso, genre, des fois je dormais pas trop, il y a des nuits où je dormais pas trop parce qu'il fallait que j'emballe les box et ça me prenait jusqu'à 3 heures du mat, parce que je mmh. le faisais après l'entraînement, du coup je commençais à 23 heures, enfin, c'est un truc de ouf. Et Les sessions de travail après les entraînements, non mais c'est, elles sont en vrai extraordinaires. c'était ça, hein. En vrai j'avais pas le choix parce que le lendemain matin je devais bosser, donc Mmh. j'avais pas le temps, tu vois. Et non, ouais, sacrifices, il y a des sacrifices qui vont, que j'ai dû faire. Peut-être que toi qui nous écoutes, si tu entreprends, tu auras pas de sacrifice à faire et franchement, tant mieux, je te le souhaite pas. Ouais. Mais un inconvénient à donner, ouais, je dirais les sacrifices, hein. Mmh et ouais, c'est ce qu'il nous disait, Younes, dans son épisode, genre, il disait vraiment sacrifice sur sacrifice, tu vois? Ah lui, il en fait tout le temps, lui, c'est encore pire, lui. C'est on va pas en parler. Allez voir Ouais. l'épisode, vous allez Ouais. comprendre. Mais OK, finalement, bah, qu'est-ce qui te motive à faire tous ces sacrifices, tu vois? Quel est ton why? Et bah, tu vois, je me demande si mon why, il fait pas que changer. Et au fond, c'est très dur de définir son why. Mmh, Genre, je pense que en fait, au début, si tu veux, je voulais avoir beaucoup de thunes. Je voulais avoir beaucoup de thunes parce que, pour moi, l'argent, ça fait beaucoup dans la vie. Ça fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Genre, on dit: «Ouais, l'argent fait pas le bonheur». En vrai, oui et non, dans le sens où, si t'as pas d'argent, tu seras pas heureux quoi qu'il arrive, je pense. Parce que, vas-y, si tu SDF et que tu finis sous un pont, en vrai, c'est compliqué d'être heureux mmh, mais l'argent fait pas tout. Mais l'argent fait pas tout. Donc il y a une période où, je voulais vraiment beaucoup d'argent et juste pour vivre un peu la vie d'aloca et tout, tu vois? mmh. Mais au final, au fond, c'est pas ça. Au fond, je pense que c'est juste mettre mon entourage bien, tu vois? Et
et peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais surtout ma mère, Mmh. genre vraiment, tu vois, genre je sais, elle a fait beaucoup. On parlait de sacrifice juste à l'instant. Bah, l'exemple parfait, c'est elle, tu vois. Mmh. À mes yeux, l'exemple parfait, c'est elle. Elle en a fait vraiment, vraiment beaucoup. Pas mal de galères, 3 enfants à élever, compliqué, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, rien que pour elle, tu vois, genre, enfin, si je peux mettre mon entourage entier bien, mais surtout elle la mettre bien, tu vois, Mmh. là, je pense que j'aurais réussi, tu vois. Là, je pense que j'aurais réussi. Et c'est un peu pour ça que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Et je sais qu'en tant que salarié, je n'arriverai pas à atteindre cet objectif-là, parce qu'être à temps plein sur un job qui me bloque 5 jours par semaine sur les mêmes missions pour un salaire fixe à la fin du mois, Mmh. vas-y, flemme. Franchement, Ouais. flemme, tu vois, ça me permettra pas d'atteindre tout ça. Et ouais, juste, franchement, mettre mon entourage bien, mais me mettre bien aussi, on va pas se mentir, tu vois, avoir une vie tranquille, où, genre, c'est pas grave si je fais pas beaucoup d'argent, c'est juste, j'ai pas besoin de regarder mon compte bancaire à chaque fois que je fais une dépense, tu vois. Mmh, 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 mmh. Et donc avoir ce niveau financier-là, plus un niveau de vie qui me permet de faire un petit peu ce que je veux, voyager, profiter, etc. Je pense que c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu ça mon why, tu vois. Et je pense que le jour où je mettrai ma mère bien, bah, je pourrais même voyager avec elle et profiter avec elle, tu vois. Ouais. Il y aura aucun souci là-dessus, tu vois. Donc ouais, je pense qu'un peu Mmh. ce style de vie, c'est un peu mon why. OK. OK, OK. Et finalement, un étudiant entrepreneur, ce que tu n'es plus hélas maintenant, c'est quoi? Un étudiant entrepreneur, c'est un étudiant qui fait les choses, juste qui entreprend. Quoi que ce soit une soirée, que ce soit un SaaS, que ce soit des box par abonnement, j'en sais rien. Vraiment, quoi que tu fasses, tant que tu mènes un projet, pour moi, tu entreprends. Et donc, et si tu es étudiant en même temps, bah, tu es un étudiant entrepreneur, tu vois. C'est un étudiant qui va vivre cette double vie, en fait, et qui va se rendre compte que c'est chaud, que c'est Mmh. pas si simple. Mais Mmh. juste, en fait, qui quand même va faire les choses. Donc voilà, un étudiant entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait les choses et qui est étudiant. Ouais. Bah, justement, ce futur étudiant entrepreneur qui hésite à se lancer, quel conseil tu pourrais lui donner? Et bah, franchement, c'est super bateau comme conseil, parce que je l'entends partout, mais maintenant que je l'ai fait, je me rends compte que c'est vrai. Juste lance-toi, en fait. Genre, vraiment, genre lance-toi, vraiment. Arrête de te poser 10 000 questions. Même si ton projet, il a l'air galère sur le papier, Mmh. fais les choses étape par étape, commence à avancer. Et si, tu te rends compte que là, il y a un gros problème qui se présente face à toi, essaye de le résoudre. Si tu peux pas, OK, bah, tu essayé, tu vois? Mmh. Mais juste lance-toi. Lance-toi et tu verras qu'en plus les premiers problèmes que tu vas rencontrer, il y a moyen que tu les surmontes, plus ou moins facilement, mais il y a moyen que tu les surmontes. Donc juste lance-toi, fais les choses, prends le temps d'avancer. Si c'est 1 heure par jour, ben prends 1 heure par jour, c'est pas grave. C'est peu, mais c'est pas grave. Mais juste, en fait, enfin, je dis 1 heure, c'est peu, je suis un ouf, moi. 1 heure en vrai sur une journée, tu peux faire beaucoup de choses en 1 heure. Bah, en vrai, regarde combien de temps on peut passer sur Instagram ou les réseaux sociaux Bah et tu verras ouais, qu'une bah heure, rien en que vérité, ça. c'est pas beaucoup, hein. Et en vrai, ça va, le temps passe super vite. Mmh. Donc vraiment, lance-toi, juste fais les choses et vraiment commence petit à petit, tu vois. Commence à ton rythme. Commence pas en te disant, ouais, j'attends le samedi parce que le samedi, je suis libre toute la journée, du coup, je vais pouvoir bosser 6 heures sur le projet. Non, tu vois. Là, aujourd'hui, on est, je sais pas, lundi, mardi, mercredi. T'as 30 minutes. Fais un truc pendant 30 minutes, tu vois. Mmh. Commence je sais pas, voir les différentes marges que tu peux générer avec ton produit. Commence à lister les gens que tu vas contacter. Mmh. Petit à petit, tu vois. Vraiment, juste lance-toi. Ouais, 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 de ouf. Genre vraiment, il y a des micro moments dans la journée comme ça que perso, j'ai appris à saisir et en fait, ça change tout parce que tu as avancé quand même, tu vois? Ça peut être C'est arrivé genre, ça. plus tôt en cours, 1 heure, 30 minutes, tu bosses. Dans les transports, tu bosses un peu, tu vois? En plus, maintenant, on a tous des smartphones et tout, donc tu peux faire plein de choses depuis ton téléphone. Donc en vrai, c'est on se trouve plus des excuses qu'autre chose. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on en parlait dans un entracte, je sais plus lequel. Cette méthode des 20 minutes là que tu donnais, c'est toi qui l'as fait C'est l'entracte, je crois. l'organisation, je crois que, bah, c'est pas le premier. Bah, c'est le premier er entracte, Ok. la Et méthode bah, des il y a 20 un minutes. entracte, Ah ouais, allez checker, c'est bah, le la premier, la méthode des 20 minutes. Ouais. exactement, la méthode des 20 minutes, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Alors je pense Donc, après, tu on vois, vous en dit pas plus. quand tu saisis la méthode des 20 minutes, après tu peux aller loin, tu vois? Parce que ça peut augmenter C'est ça. et quand ton cerveau, il a capté la machine, bah, il a capté le process, c'est bon. Ça Tu enchaîne. chaud, tu démarré, ouais. Bah, on arrive vers la fin, mais avant ça, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur À la Founders LinkedIn, Night. à la Founders Night, grave. Et en vrai, venez à la prochaine Founders Night. On réfléchit encore un peu de notre côté, on vous délivre le lieu très bientôt. Venez à la prochaine Founders Night. On se rencontrera en vrai et je kifferai trop. J'ai rencontré grave les gens de la dernière Founders Night. Mmh. C'était super intéressant, franchement, de discuter avec ces personnes-là. Mmh. Donc, si ça vous chauffe l'entrepreneuriat, venez passer un bon moment. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn principalement. Ouais. Et
Mais en vrai, que LinkedIn. Alors moi, je suis pas très réseaux sociaux, en vrai de vrai. C'est Il déjà faudrait pas que je m'y mal. mette peut-être pour mon personal branding, mais LinkedIn, ouais, LinkedIn en vrai. OK et bah, merci Marley pour Merci à cet toi. épisode. Et Merci à toi, Ipti. yes et puis, ceux qui nous écoutent et ben, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.